Je ne doute pas que la qualité cet après-midi sera aussi bonne que celle de ce matin, voire meilleure. Et nous allons démarrer par un exposé de Philippe Cuc, intitulé sur le programme La notion d'équipe opératoire pour une modification de décret 2015. Je ne suis pas sûr que ce titre corresponde exactement, mais tu vas savoir avec tout ton talent remettre les choses à leur place et l'église au centre du village. L'église étant bien sûr l'équipe urologique, l'équipe chirurgicale. Voilà, quel lapsus. L'équipe chirurgicale. Mon cher Philippe, nous t'écoutons. Merci. Alors Philippe Cuc, je ne le présente pas, tout le monde connaît le président du syndicat de la chirurgie libérale et chirurgien vasculaire de grand talent. Merci beaucoup, Monsieur le Président et cher maître. C'est avec une certaine émotion que je suis là, parce que vous avez participé tous les deux à ma formation chirurgicale et tous les jours, 30 ans après, ça me sert. Le thème que nous allons aborder est un thème un peu pénible, parce que c'est un thème, je dirais, administratif et un problème important qui pollue aujourd'hui le fonctionnement des équipes opératoires dans tous les blocs de France. Il vient d'un problème, d'un décret qui est paru le 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire. Et ce décret est sorti le 27 janvier 2015 et on va apprécier comment les choses sont passées et les conséquences de ce décret aujourd'hui. Voici le péché originel. C'est le décret du 27 janvier 2015. Alors, je vais passer vite, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on ne sait pas comment, mais on a sorti ce décret, l'administration de la santé a sorti ce décret avec un élément très important, l'apparition d'actes exclusifs pour les infirmières de bloc opératoire IBOD. Ceux qui ont écrit ça savaient très bien les conséquences que ça allait être très bloquant, puisque compte tenu de la démographie aujourd'hui des IBOD dans les blocs opératoires, ça bloquait une situation pour les autres infirmières. L'administration de la santé a voulu, on ne sait pas très bien. En tout cas, dans l'élaboration de ce décret, qui a été fait d'ailleurs sans la présence des chirurgiens, les conséquences sont lourdes, puisque 6 ans après, nous sommes dans une situation qui n'est toujours pas réglée, et vous allez voir qui pose d'énormes problèmes. Alors, notre rôle de syndicat professionnel a été seul, et il faut bien le reconnaître, tout seul. Nous sommes lancés dans la bagarre juridique, et le premier recours a eu lieu au Conseil d'État le 7 décembre 2016. Et là, le Conseil d'État, dont j'ai découvert à cette occasion le fonctionnement, a donné 2 éléments importants. Le premier élément, et c'est pour ça que nous en sommes toujours là, c'est l'erreur manifeste d'appréciation, faute de prévoir des mesures transitoires, compte tenu des conséquences d'une telle entrée en vigueur immédiate sur le fonctionnement des services. C'est-à-dire qu'on a sorti ce décret sans se soucier de la situation dans les blocs opératoires. Et donc le Conseil d'État a bien noté ça. Mais à l'époque, le Conseil d'État ne nous a pas donné la parole, ne nous a pas convoqués, par là même a accepté la notion d'acte exclusif, alors que c'est le péché originel est là.
Un deuxième décret, publié le 28 juin 2019, donc nous passons 2015. Nous avons un arrêté au Conseil d'État qui dit que ça ne va pas parce qu'il n'y a pas de mesure transitoire. Un décret du 28 juin 2019, alors là c'est le summum de l'incurie administrative, puisque ça va vous parler. Dans ce décret, vous l'avez vu, je reviens en arrière, voilà, vous voyez que il y a un petit 1, un petit 2, et il y a un petit 1B qui est au cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration. Écarter, aspirer, électrocoaguler, mais ensuite, tout le reste, tous ces autres actes étaient réservés aux ibodes. D'accord ? Et donc, quand le décret du 28 juin 2019, il permet une autorisation aux infirmières de diplôme général de réaliser ces 3 actes avec une autorisation, avec un arrêté qui précise les choses, un dossier à déposer avant le 31 octobre 2019 et une entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Alors là, c'est le comble parce qu'on se retrouve avec 13 000 infirmières de diplôme général qui ont déposé un dossier pour pouvoir écarter, aspirer, électrocoaguler. Et après, elles lèvent les mains et elles ne peuvent pas tenir le surjet, présenter la prothèse, donner les clips, etc., etc. Et là, c'est incroyable, mais vrai. L'arrêté qui suit et qui est assez amusant, il y a la crise aux urgences et la ministre de la Santé, qui était Madame Buzyn, le 10 mars 2020, autorise les infirmières des urgences d'effectuer des sutures de plaies simples, qui est considéré comme un acte exclusif pour les ibodes. Et donc là aussi, monter au créneau des ibodes sur ce sujet. Nous continuons. Décret du 29 janvier 2021, modifiant le décret de juin 2019, repousse l'échéance du dossier, parce que bien entendu, c'est inapplicable. On simplifie un peu l'épreuve de vérification des connaissances en faisant une formation complémentaire, parce que l'épreuve de vérification des connaissances était organisée par les directions de la jeunesse et du sport, etc., qui ont été dissoutes. Vous voyez la situation administrative. Et donc, nous en sommes au décret du 29 janvier 2021, avec une formation de 21 heures nécessaire pour les infirmières de diplôme général, écarter, aspirer, électrocoaguler. Alors, il y a eu un avis concernant ces décrets. Il y a 2 avis. Il y a l'avis du Haut Conseil des professions médicales et l'avis de l'Académie nationale de médecine. Et sur le premier décret, en 2015, j'avoue que j'ai raté l'épisode Académie nationale de médecine et j'avais été même un peu agressif au ministère de la Santé parce que j'avais dit au service là, des ressources humaines, mais pourquoi vous demandez l'avis de l'Académie nationale de médecine alors que c'était éminemment un problème de chirurgien? Et donc, en fait, j'ai été assez intéressé parce que, voilà, nous sommes allés en Conseil d'État et là, pour la première fois, ce qui est très rare au Conseil d'État, nous avons été convoqués à 2 reprises. Le juge a été très intéressé par cette situation. Et la première fois, c'était en pleine fin d'une crise Covid. Au Conseil d'État, on ne peut pas s'exprimer. Ce sont des avocats en Conseil d'État qui portent la parole.
Et là, étrangement, le juge nous a questionnés à plusieurs reprises pour comprendre ce qui se passait. Et on a tellement été, je pense, explicite qu'il n'a pas pu juger. Il nous a reconvoqués une deuxième fois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cet avis du Conseil d'État qui fait référence, il cite l'avis du Conseil de l'Académie de médecine. Et là, je dois remercier François Richard qui a pris ce dossier en main et qui avait fait un rapport, vous le verrez tout à l'heure, extrêmement explicite, extrêmement précis. Et aujourd'hui, nous l'en remercions vivement. C'est intéressant parce que le Conseil d'État reprend les arguments de l'Académie de médecine. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas sous-estimer ces informations, même si les avis négatifs ne changent rien à la publication du décret. Voilà l'avis de l'Académie de médecine et de chirurgie qui explique, et François Richard avait eu un exemple excellent sur l'hémostase lors d'une néphrectomie. Vous voyez, c'est dans le chapitre 2, et il expliquait bien qu'on avait besoin de tenir un surget, de mettre un filet, de mettre un dispositif médical, de mettre un clip, et tout ça était fait par l'infirmière qui était notre aide opératoire. L'Académie a toujours été très précis et a proposé d'envisager l'ensemble des actes et activités prévus à l'article 43.11.11.1 du décret du 27 janvier pour toutes les infirmières. D'accord ? Et c'était important parce que ça sécurisait, vous voyez, leur exercice professionnel, ça compensait une démographie très insuffisante des IBOD, et ça permettait aussi de faciliter les activités dans les blocs opératoires, avec un lien d'ailleurs avec les déprogrammations dues à la crise Covid. Ça, c'est toujours l'avis qui a été fait le 7 décembre 2020 par l'Académie de médecine, qui est aussi très précis sur ce qu'il faut faire. Et malgré ça, cet avis a été repris dans le Conseil d'État, mais malgré ça, le décret a été publié, mais repris par le Conseil d'État. Nous avons continué notre action juridique, une lettre au ministre le 8 juin 2021. Pour vous donner une idée, c'est une lettre, je pourrais vous lire, mais qui reprend l'argumentation de l'Académie de médecine et de chirurgie, sans réponse à ce jour. Alors la situation est très compliquée. J'ai lancé un avis de recherche sans réponse pour savoir qui avait inventé la VAE IBOD. Si vous vous êtes quelques minutes penché sur la VAE, alors la VAE, j'explique, c'est la validation des acquis et de l'expérience, qui pouvait tout à fait correspondre aux infirmières de diplôme général qui sont là depuis 10-15 ans, qui font 30 interventions par jour, instrumentation et aide opératoire. Mais on a rendu cette VAE tellement complexe qu'elle est impossible à réaliser. En particulier le livret 2. Alors, de temps en temps, je me dis, mais il y a quelques psychopathes qui écrivent ça. C'est plusieurs centaines de pages. C'est une épreuve, mais dramatique. Il n'y a pas eu d'organisation des jurys, ou très irrégulièrement dans les régions, avec des évaluations tout à fait partiales. Et il y a un exemple excellent qui est un groupe d'établissements avec un panel de 1205 infirmières de bloc opératoire. 66 sont passés devant un jury, ont pu passer devant un jury, 12% sur 3 ans, et 59 ont eu un diplôme IBOD. Alors pour qu'on comprenne tous la même chose, la VAE, c'est diplômant, c'est-à-dire que
vous donner un diplôme IBOD et les conséquences que ça a. Dans le monde de la santé, aucune autre certification sanitaire ne connaît de telles statistiques. Aujourd'hui, on est globalement à une centaine d'infirmières pour la France qui ont pu valider la VAE. Échec total de la VAE. Alors quand on regarde un peu de loin, on se dit c'est Courteline ou Kafka. Alors moi je suis plutôt positif, j'opte pour Courteline. Et à cette occasion, ça m'a rappelé le livre de Courteline, Messieurs les ronds de cuir, parce que vous savez, Courteline a été pendant des années dans un ministère, je ne sais plus lequel, le ministère de l'Intérieur, non, des Affaires étrangères. Il a été donc, il a décrit dans ce livre, publié en 1893, Messieurs les ronds de cuir. Et donc, depuis 5 ans, je suis confronté donc avec, en particulier, la sous-direction des ressources humaines du système de santé. Je vous recommande ce service, qui bien sûr refuse de recevoir les chirurgiens. Et après avoir insisté de façon on m'a demandé presque de mettre un masque, c'était avant Covid. On m'a reçu dans le bocal en bas du ministère de la Santé parce que quand il y a des manifestations, des grèves, vous savez, il y a un petit local pour recevoir les gens, etc., de façon anonyme parce qu'il ne fallait pas qu'on reçoive les chirurgiens sur les ressources humaines des IBOD. Et Courteline avait inventé à cette occasion le conomètre ou idiomètre permettant aux hommes de connaître le degré de stupidité. Et là, j'avoue qu'à froid, après avoir analysé tout ça, quand on sépare le 1B et les autres actes, c'est qu'on n'a vraiment rien compris à l'acte chirurgical. Alors, c'est un constat terrifiant parce que l'incurie administrative est à son plus haut degré. Depuis 2015, pour régler ce problème IBOD, qu'il faut régler, nous avons eu donc 4 décrets, 6 arrêtés, 4 recours en Conseil d'État, une situation toujours pas réglée, puisque je vous le rappelle à tous, que ce soit en public ou en privé, au CHU, au centre hospitalier général et dans les établissements privés, nous sommes aujourd'hui dans l'illégalité dans les équipes opératoires. Des grèves des IBOD récurrentes, maintenant un collectif interhospitalier qui politise un peu tout ça, l'insécurité permanente, la dégradation dans les équipes opératoires, et c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire. Vous voyez, ça c'est un exemple de l'insécurité juridique, puisque l'association des IBOD, le 23 juin 2020, ont écrit à tous les directeurs d'hôpitaux et de cliniques en disant « Vous êtes dans une situation, vous devez appliquer le texte de loi, sinon nous ferons tout pour attaquer, etc. » Donc je vous assure, c'est assez pénible, même s'il y a une petite différence entre le secteur public et le secteur privé. Nous sommes dans des équipes opératoires réduites, nous n'avons pas d'interne, et il est clair que les infirmières qui nous aident, instrumentistes et aides opératoires, pour nous, c'est essentiel. La formation IBOD, vous avez 25 écoles IBOD aujourd'hui, avec un taux de remplissage de 80% et une capacité totale de 710 places. C'est bien sûr, il suffit de voir les chiffres, largement insuffisant pour aujourd'hui former les infirmières nécessaires pour faire travailler les blocs opératoires en France. En 2019, l'enquête DRES a dit qu'il y avait eu 503 infirmières diplômées IBOD pour la France. Un mot sur le coût de la formation. Alors quand on voit les milliards passer, et en particulier dans la crise que nous venons de vivre, j'ai toujours un peu envie de dire au pouvoir politique, mais consacrer un peu d'argent à la formation, parce que c'est ça qui nous sauvera. Mais quand même, il faut regarder le coût de la formation des 49 heures qui étaient nécessaires pour former les IBOD, c'est 1 000 €. Vous avez 13 000 infirmières qui ne sont pas IBOD aujourd'hui dans les blocs opératoires.
13 000 infirmières de diplôme général, 8 500 IBOD diplômés. Voilà le rapport. Donc vous voyez, 13 000 infirmières juste pour cette formation, ça fait quand même 13 millions. Et si vous envoyez une infirmière de diplôme général en formation IBOD à l'école, c'est-à-dire 18 mois, plus le remplacement, qui ne peut être qu'une IBOD qui remplace l'infirmière qui va à l'école, c'est un coût de 100 000 €. On a fait des propositions, bien sûr, tout le long de cette étape, et en particulier avant que l'ambiance se dégrade, parce que l'ambiance s'est dégradée quand même ces derniers temps. Nous avions proposé entre chirurgiens et IBOD une proposition qui nous paraissait intelligente et performante. Une formation pratique dans les blocs opératoires en alternance, c'est-à-dire que l'infirmière restait dans son bloc opératoire et elle allait faire des formations de temps en temps en alternance, et un enseignement théorique à distance avec les moyens aujourd'hui des webinars, etc., par Internet, qui permettaient de former le maximum d'infirmières. Alors il faut, à mon sens, réécrire le décret IBOD. C'est une priorité, sinon on ne s'en sortira jamais. Pour valoriser et rendre attractif le métier d'IBOD, parce que c'est quand même nos partenaires essentiels dans l'équipe opératoire. Pour permettre de gérer rapidement pour toutes les infirmières en poste ce qu'on appelle le stock, n'y voyez pas de termes péjoratifs, et pour la possibilité d'effectuer pour elles tous les actes exclusifs, jusqu'à ce que la démographie IBOD, en adéquation avec les besoins, l'Académie nationale de chirurgie l'avait bien noté. Il faut simplifier la VAE diplômante, sinon personne ne la fera. Il faut en même temps, sinon on bloque le système, augmenter le nombre d'écoles de formation, de places, d'enseignants, de moyens humains et financiers, afin de pouvoir gérer le flux. Parce qu'aujourd'hui, aucune infirmière de diplôme général ne peut rentrer dans un bloc opératoire. Elles doivent aujourd'hui, obligatoirement, faire la formation IBOD. Pour adapter les équipes opératoires aux innovations thérapeutiques et technologiques, puisqu'en créant une liste d'actes exclusifs en 2015, on va se retrouver 10 ans après avec plein d'autres actes, robotique, cellio, technologie, innovation technologique, qui ne seront pas dans les actes exclusifs, ce qui va encore complexifier les choses. Enfin, pour reconnaître la pénibilité et les qualités nécessaires à ce métier, parce qu'il faut bien reconnaître, c'est un métier d'infirmière, une spécialisation qui est particulière, et nous, chirurgiens, on doit soutenir ces infirmières. Pour finir, quelques réflexions. Ne jamais laisser la chaise vide, parce que le décret de 2015, notre petite enquête, a montré que les représentants médicaux, c'était la Fédération des spécialités médicales, qui, dans les rapports, ont été souvent absents. Il y avait aussi des représentants des établissements publics et privés, qui, eux aussi, ont été très souvent absents. Il n'y avait aucune représentation chirurgicale en soi. Donc, il ne faut pas laisser l'administration faire des choses tranquillement dans leur coin. Il faut prendre soin et faire attention à l'équipe opératoire, parce que c'est nos partenaires, tous les jours, nous travaillons avec elles et nous devons les soutenir. Il ne faut pas rester les mains croisées, il faut faire des propositions. Et nous allons, et je solliciterai le président de l'Académie de chirurgie, faire des propositions pour un nouveau décret. Il faut éviter la polémique, parce que si vous allez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les IBOD se tapent à boulet rouge sur les chirurgiens. On ne répond pas, parce que c'est un mauvais passage. Et enfin, il faut convaincre le politique d'agir sur un dossier qui est très technique, mais qui malheureusement doit être résolu, parce que sinon on va au-devant de grandes difficultés. Je vous remercie. Merci. Micro, s'il vous plaît. Merci Philippe, c'était très clair. Finalement, mon titre, il était très bien, puisque c'est l'équipe opératoire et la modification du décret de 2015.
Alors, finalement, on constate que, d'une certaine façon, la loi a créé l'illégalité, ce qui est un sacré paradoxe. Alors, c'est sûr que le Conseil d'État, lui, il est là pour vérifier le droit, les textes. Et là-dessus, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Par contre, c'est le contexte qui, lui, n'est pas bon, comme tu l'as très bien dit, et qui, si on te suit, n'a pas du tout été anticipé dans les conséquences du décret, ce que tu as dit. Et l'anticipation, dans l'anticipation, il y a l'investissement. Donc il y avait un investissement humain et financier à faire avant, en tout cas, de signer les applications de ce décret, si j'ai bien résumé. Alors, je laisse la parole à... Oui, Richard Villet. Est-ce que tu as fait une enquête où ça n'existe vraiment plus, des blocs opératoires avec des chirurgiens qui se font aider par leurs femmes, leurs secrétaires, etc. Ou tu peux en dire un petit mot là, parce que la secrétaire médicale était un diplôme avec une école qui a disparu donc complètement à ma connaissance. Bien sûr. Mais quid dans ce débat-là? Alors, là, c'est la troisième population dans les blocs opératoires en voie de disparition, puisque vous savez qu'il y avait eu en 2000, je crois, de tête 2005, une validation des acquis ce qu'on appelait les secrétaires, assistantes, épouses, cousines des chirurgiens qui ont pu valider. Et alors, le comble du comble, et c'est une bonne question que tu poses, c'est que le comble du comble, c'est que le décret de 2015 ne concerne pas cette population. Alors certes, en petit nombre et en voie de disparition, d'accord ? C'est-à-dire que cette population d'aide opératoire, d'instrumentistes, etc., peuvent tout faire. C'est le comble. Et dans le même état d'esprit, ce sera ma deuxième question, très courte, réponse courte. Quid des chirurgiens, par exemple, qui demandaient, moi j'ai eu des populations d'externes, etc., et très vite, tu sais, quand ils arrivent en 3e ou 4e année d'externat, ils sont très contents quand ils ont ce que j'allais dire, des aides opératoires en ville. Est-ce que le chirurgien se met dans une situation où on peut lui reprocher quelque chose, où un étudiant en médecine, à partir de la 4e, 5e année, peut éventuellement faire un geste d'hémostase, entre guillemets? Oui. Alors, c'est des pratiques qui sont maintenant absolument abandonnées. C'est-à-dire que les directions refusent l'entrée d'étudiants dans les blocs opératoires. Mais est-ce que tu arrives à faire la différence entre une penseuse qui est IBOD et une penseuse qui n'est pas IBOD? Parce que le fond de l'affaire, il est là. Bien sûr. Quand on travaille avec des infirmières en qui on a confiance parce qu'elles sont réactives, ce sont les bonnes professionnelles, etc. C'est pas du tout la même chose que quand on travaille avec des infirmières, je parle là au sens général, en qui on n'a pas confiance. Et donc, cette histoire de VAE, ça serait quand même très simple. Je veux dire, il y a des infirmières qui travaillent dans les blocs opératoires depuis des années et qui ont manifestement les compétences. Et j'ajouterais une chose, c'est que j'ai fait passer des examens, j'ai donné des cours aux écoles d'IBOD pendant plusieurs années. Et j'ai fait passer des examens au bloc opératoire d'IBOD. Et qu'un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui, je ne sais pas s'il était fatigué ce jour-là, que j'ai trouvé pas bien, quoi, pas compétente. Et donc, j'ai décidé de lui mettre 11 sur 20. La chirurgienne de bloc opératoire est venue me voir en me disant « Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Il faut, si tu n'es pas content, tu lui mets 17. » Et donc là, je me suis dit, on est dans un monde... C'est comme dans le secondaire. Hein, Voilà, donc on est dans un monde... Et j'ai arrêté de faire les cours aux IBOD et de faire passer les examens, parce qu'on voit bien que tout ça... Voilà, voilà. En fait, ce sujet est très intéressant, mais il est extrêmement polémique. Pourquoi ? Parce que la reconnaissance d'une profession, d'une spécialisation d'infirmière, IBOD, par rapport, par exemple, aux infirmières anesthésistes. Et c'est là où on a raté le coche, nous, chirurgiens, pour les aider avant 2015, parce qu'on aurait pu peut-être agir. C'est qu'elles visent le master, elles visent pour avoir une reconnaissance à la fois financière, d'autonomie, etc. Et donc,
il est évident que nous préférons tous avoir une infirmière qui nous tient parfaitement le surjet, qui expose parfaitement, qui est calme, qui ne parle pas, qui ne tremble pas, qu'une infirmière qui a 150 heures d'hygiène dans son école d'IBOD et qui vous arrache tout, qui est maladroite et qui bouge sans arrêt. C'est évident. Oui, c'est évident. Je pense qu'en la matière, dans cette situation qui est difficile, parce que finalement elle est bloquée d'une certaine façon, essayer de s'en sortir comme les anglo-saxons savent le faire, par pragmatisme. Je crois que modifier un décret, c'est très difficile. En tout cas, au moins très long. Et donc le pragmatisme voudrait, comme l'a souligné Hubert, et que tu l'as dit, c'est simplifier et travailler sur la VAE et la simplifier, parce que là, on n'est pas bloqué par un décret ou une application de décret. Oui, attention, parce que ça permet de gérer la crise, c'est diplômant. Et le flux. Attention, la VAE, c'est diplômant. Oui. C'est-à-dire qu'on veut que des diplômes IBOD dans les salles d'opération. Nous, on propose des mesures transitoires pour permettre rapidement, dès demain, d'être tranquille pour les infirmières, et ensuite une VAE adaptée qui permettrait éventuellement d'être diplômant. Mais aujourd'hui, les 13 000 infirmières font des actes qu'elles n'ont pas droit de faire. Un mot de Richard. Oui, juste, quelle a été la position finalement? Est-ce que tu n'as pas senti une jalousie du syndicat des IBOD par rapport aux infirmières? Parce que ça, moi, j'ai senti dans les blocs, si tu veux, qu'il y avait des IBOD qui étaient fiers, elles, d'avoir le diplôme et qu'on dit c'est très bien. Ça, c'est ma première. Et la deuxième petite question, et que tu as bien cité Buzyn, c'est qu'on est quand même dans une période où on parle de délégation de compétences en permanence. Donc on est dans un paradoxe absolument invraisemblable. Alors on va permettre à des infirmières de faire des sutures aux urgences, de faire de la petite chirurgie, ce que souhaiteraient des gens, je cite Guy Valencien et d'autres. Et là, on est en train de dire à des infirmières qu'elles ne peuvent plus tenir un surgé. On rêve. C'est évident que c'est... Bon, Philippe, l'Académie, c'est évident, va vous soutenir. Elle n'a... Tu veux parler, Jacques? Henri Maillot. Dans l'équipe opératoire, au bloc opératoire, il y a aussi les aides-soignantes. Et nous, au CHU, on a senti aussi qu'il y avait un déclassement du travail des aides-soignantes qui avait eu une répercussion sur une augmentation de la charge des infirmières et des IBOD. Donc là aussi, il y a peut-être une autre action à mener pour requalifier un peu le travail des aides-soignantes. Oui, les aides-soignantes sont exclues, théoriquement, ne doivent pas toucher le malade et sont exclues de tout acte. Quand vous regardez le décret IBOD, c'est de l'installation, de l'entrée du patient en salle jusqu'à la fin. Voilà. Donc les actes exclusifs, c'est terrifiant. Donc je continue. L'Académie n'a pas vocation à soutenir les structures syndicales. Mais elle a, comme je vous l'ai dit ce matin, vocation à soutenir l'ensemble des activités chirurgicales, qu'elles soient publiques, privées, de toutes les disciplines. Et donc, nous allons prendre contact en soutien avec ton action, avec l'équipe de la 2e division qui est chirurgicale à l'Académie de médecine, qui est présidée par Jacques Belghitti. Nous allons organiser une commission, j'aime pas ce mot parce que ça renvoie à on efface tout et on recommence, mais nous allons organiser une équipe de travail pour essayer d'avancer dans ce que vous proposez, à savoir simplifier et permettre la validation des acquis et permettre ainsi l'évolution concrète, rapide, vers une certification de l'ensemble de ces... Elles sont, tu m'as dit, 13 000. 13 000. Il y a du boulot. 13 000 IDE, 8 500 IBOD en France. Retenez ces chiffres.